Voilà, donc on va faire un petit point pendant une 20-30 minutes, c'est ça, hein, que je vous expose un peu. Donc, l'idée de ma présentation ce matin, c'est de redonner un peu des éléments de contexte, d'enjeux sur la politique d'accueil du jeune enfant. Et puis ensuite, je viendrai plus en détail sur les compétences d'autorité organisatrice et la compétence du maire, notamment dans les process d'autorisation, de création de nouvelles places en crèche. Puis on finira sur quand même les enjeux majeurs, les problématiques majeures de cette politique publique en matière notamment de pénurie de professionnels et de financement. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors peut-être, alors je c'est pas moi qui, mais si vous me donnez le truc, je peux peut-être, je vais passer les slides, voilà. Hop, comme ça, je peux. Non, je sais pas ça. Excusez-moi. Je fais pour passer. Alors, on essaye de passer les slides. C'est parce qu'il n'était pas sûr. Ok, c'est bon. Bon, j'ai voulu vous repartager quand même qu'on ait tous bien en tête tout au long de la présentation les enjeux majeurs de la politique d'accueil du jeune enfant, alors dite service public de la petite enfance. Il faut savoir que c'est pas un mot consacré juridiquement, mais maintenant c'est rentré dans le langage commun, le SPPE, et on s'en félicite. L'objectif, il est assez simple, c'est voilà, l'idée de donner les mêmes chances à tous les enfants et parents. Et donc, évidemment, ça recouvre deux objectifs centraux pour la politique d'accueil du jeune enfant. D'une part, venir répondre à des enjeux de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Il faut savoir que on a des impacts mesurés, évalués du fait d'ouvrir des places d'accueil sur le taux d'emploi des femmes. On a eu enfin voilà, on a des progrès assez importants, mais il faut que vous ayez en tête que, alors c'est un chiffre qui date de 2021, mais ça a assez peu, enfin c'est des enquêtes récurrentes de l'adresse. Il faut savoir que 56% des enfants de moins de 3 ans ont été gardés à titre principal par leurs parents eux-mêmes en 2021, donc c'est énorme. Plus de la moitié des Français gardent à titre principal leurs enfants de moins de 3 ans. Et pour autant, en l'espace de 10 ans, on a fait des progrès énormes puisque on a gagné 14 points d'accueil formel pour les enfants. Donc le taux de parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants a considérablement diminué, a baissé de 14 points entre 2002 et 2021. Et les études montrent que parallèlement, ça a eu un impact positif sur l'emploi des mères. Donc voilà, on est sur une politique publique qui a des effets directs sur l'emploi et la possibilité d'accéder au marché du travail. C'est aussi une politique publique dont l'objectif central est celui du développement des enfants. Et là aussi, on mesure aujourd'hui les bénéfices du fait d'être accueilli en dehors du domicile parental sur le développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants. Et je vous ai mis là deux exemples. On observe des enfants qui, lorsqu'ils sont passés par la crèche, ont des conditions d'accueil à l'école maternelle qui sont meilleures. Voilà, et, des études de l'INSERM montrent par exemple qu'ils ont 3 fois moins de problèmes émotionnels. Et on a une étude récente de l'INED qui montre aussi que les enfants qui ont été accueillis par une assistante maternelle ou dans une crèche ont un niveau de vocabulaire supérieur aux autres enfants. En particulier, hein, l'impact est plus marqué pour les enfants défavorisés. Et donc, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Enfin voilà, c'est une politique publique qui a des impacts, comment dire, très concrets sur la vie des familles et le développement des enfants. Alors, j'arrive toujours pas. Voilà, c'est bon. Donc, alors peut-être que vous ayez quelques ordres de grandeur. On est sur une politique publique qui, au niveau national, recouvre à peu près 17 milliards, un peu plus de 17 milliards d'euros.
ce qui permet d'offrir à peu près 1,3 million de places d'accueil réparties. Donc, je vous ai mis à peu près la répartition. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous vous compariez par rapport à cette répartition nationale. Aujourd'hui, l'accueil chez des assistants maternels reste majoritaire. À peu près 32% des places sont le fait de places chez les assistants maternels, et c'est moins vrai en Île-de-France, notamment Paris et Première Couronne, et un peu plus vrai Seconde Couronne. Les places d'accueil en crèche ne représentent que 23% des places d'accueil. Et là, vous connaissez peut-être les différences, mais faut que vous ayez en tête qu'on a les places qui sont financées par la branche famille, autour de 20%, et un phénomène que vous connaissez particulièrement en Île-de-France, et c'est moins le cas dans le reste de la France métropolitaine, le développement de crèches entièrement privées qui ne bénéficient pas des subventions directes de la branche famille, ce qu'on appelle les PAGE, les micro-crèches PAGE. Voilà, et donc au total en France, on a un taux de couverture qui est à peu près de 61 places pour 100 enfants de moins de 3 ans. Et donc là, c'est aussi important que vous ayez en tête sur votre territoire, c'est quoi le taux de couverture, combien vous offrez de places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans. Je voulais faire juste une petite incise parce que c'est aussi important dans vos politiques publiques, la question de la préscolarisation. Et ça aussi, c'est un enjeu. Voilà, on a à peu près 3-4% de places dans les très petites sections d'écoles maternelles, et c'est aussi une modalité d'accueil qui peut être intéressante quand elle est adaptée à ces jeunes enfants. Voilà, et puis en termes de financement, que vous ayez bien en tête un peu la répartition. Donc les deux principaux financeurs de cette politique publique, c'est la branche famille de la sécurité sociale, qui mobilise 70%, qui recouvre 70% des 17 milliards, et les collectivités territoriales, le niveau communal et intercommunal, qui représentent 17% de cette politique publique. Alors, je vous ai mis un peu quelques enjeux auxquels on doit répondre dans les années à venir. Là, je vous ai reproduit, mais vous aurez le support, les résultats d'une enquête qui avait été conduite par l'Ipsos en 2023, au moment où justement on était dans l'élaboration des enjeux autour du service public de la petite enfance. Et vous avez que pensent les Français de l'offre d'accueil du jeune enfant et les principales problématiques. Bon, la principale problématique, c'est la proximité géographique. Voilà, j'ai pas de place d'accueil près de chez moi. La deuxième problématique, c'est l'accessibilité financière. Voilà, j'ai pas de place d'accueil dans mes moyens. Et la troisième difficulté, on y reviendra, c'est le fait de ne pas avoir de place adaptée à ses besoins, et ça renvoie notamment à toute la population du travail, des salariés qui sont sur des emplois atypiques, dans des horaires décalés, ou qui ont des enfants qui ont des besoins spécifiques. Voilà, alors pour illustrer le j'ai pas de place près de chez moi, je vous ai mis des cartes des taux de couverture, et donc vous voyez que effectivement les taux de couverture en mode d'accueil sont extrêmement contrastés. Voilà, je vais pas y revenir. Alors, pour illustrer le pas de place d'accueil dans mes moyens, je vous ai quand même mis quelques graphiques. Alors, celui de gauche vous représente un peu le coût que va représenter une place d'accueil pour les familles de vos territoires. Sachez qu'il y a une réforme récente qui fait que le coût en crèche et le coût chez une assistante maternelle, le reste à charge, tend à s'harmoniser. Voilà, donc c'est ce que vous ne voyez pas sur ce graphique, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'évidemment le reste à charge pour une famille est croissant avec ses ressources. Pour une garde à temps plein, donc autour de 162 heures, une famille qui gagne 3 SMIC va avoir un reste à charge qui va être de l'ordre de
voilà, autour de 600 € si elle recourt à une microcrèche page. Voilà, donc on est sur 600 € sur 3 SMIC, c'est des sommes relativement importantes quand elle recourt à une microcrèche page. Et quand elle recourt à une crèche, elle va être plutôt autour de 250 € de reste à charge. Il reste que les familles les plus défavorisées accèdent beaucoup moins au mode d'accueil que les autres. Et donc, je vous rends, ça fait écho évidemment à une de mes premières indications sur le fait que l'effet d'être accueilli à la crèche ou chez une assistante maternelle avait des effets particulièrement positifs pour les enfants des familles les plus défavorisées, alors qu'à peu près 71% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec des enfants de moins de 3 ans, ne recourent à aucune solution d'accueil, alors que ce n'est que 37% en population générale. Donc vous avez un frein d'accès au mode d'accueil qui est marqué par des très très fortes inégalités sociales. On est aussi sur des populations qui, si elles ne travaillent pas, n'ont pas de besoin au titre de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, les enfants ont des besoins très forts au regard de leur développement, Et donc, on doit continuer à avoir une politique proactive pour ces enfants. Voilà, peut-être je vous ai mis quelques éléments sur la question des horaires atypiques. Il y avait eu une étude de la mutualité française sur les solutions d'accueil en horaire atypique, et de fait, voilà, 9 parents sur 10 qui ont des horaires atypiques ont des difficultés à trouver une solution d'accueil, et moins de 40% d'entre eux sont satisfaits de leur arrangement en mobilisant voilà, l'assistante maternelle, la crèche, les grands-parents, des choses complexes. Et donc on a une grosse problématique horaire atypique, et donc ça aussi c'est important, voilà, selon les bassins d'emploi, d'avoir des solutions d'accueil adaptées. Enfin, il y a la question de la confiance dans les modes d'accueil. La politique d'accueil du jeune enfant a été marquée par un certain nombre de scandales. Un ouvrage un ouvrage relativement médiatisé sur les problématiques dans la politique d'accueil du jeune enfant, le drame de Lyon, avec cette petite qui malheureusement est décédée. Voilà, elle avait ingéré du desktop, etc. Et donc, il y a eu un gros travail de l'IGAS et de l'IGF pour documenter ces problématiques de qualité d'accueil, pour améliorer la prévention de la maltraitance institutionnelle dans les crèches. Et donc, c'est un axe très fort du service public de la petite enfance, l'attention portée à la qualité d'accueil, puisque c'est la qualité d'accueil qui va avoir ses impacts sur le développement de l'enfant. Voilà, donc c'est évidemment une attention très prégnante, et donc ça passe évidemment par tout un tas de vecteurs, la qualité de vie au travail et l'adaptation des locaux qui sont le socle du bien-être des professionnels qui vont pouvoir exercer de manière qualitative leur fonction. Professionnels qui vont avoir besoin de temps d'analyse de la pratique, de concertation, de supervision pour conduire une politique d'accueil de qualité, pour obtenir des interactions professionnels enfants de qualité, des interactions entre les professionnels et les parents de qualité. C'est ce qu'on recherche dans ces politiques publiques. Ça passe évidemment par la formation professionnelle, alors initiale mais aussi continue. Et donc, voilà, vous, en tant que gestionnaire de crèche, il y a un enjeu de formation des professionnels. Et il y a des enjeux évidemment de contrôle et d'évaluation. Et donc là, ça renvoie davantage aux relations que le maire peut avoir avec le conseil départemental qui autorise et qui contrôle les structures d'accueil du jeune enfant. Alors, c'est vraiment pour répondre à l'ensemble de ces enjeux et de ces problématiques que rencontrent les Français dans l'accès à un mode de garde, l'accessibilité sociale, financière, enfin géographique, économique, le fait de pouvoir offrir des accueils de qualité, que la loi pour le plein emploi a sanctuarisé
les collectivités territoriales comme un peu chef de fila au niveau territorial de la politique d'accueil du jeune enfant. Jusqu'à présent, voilà, cette politique avait été largement développée par les communes ou leurs groupements. Mais finalement, avec peu de formalisme, en matière de gouvernance. Et donc, la loi plein emploi a permis d'inscrire et de reconnaître le rôle des collectivités territoriales en matière d'accueil du jeune enfant, et donc à créer les compétences d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Alors, depuis le 1er janvier 2024, les communes donc, sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Dans ce cadre-là, toutes les communes doivent avoir des actions pour recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans en matière de mode d'accueil, mais aussi de services aux familles, donc aussi en matière de services, en matière d'accompagnement à la parentalité. Donc, je pense par exemple aux lieux d'accueil enfants-parents, aux maisons des familles, aux maisons des 1000 jours, etc. Et toutes les communes doivent également avoir des actions d'information et d'accompagnement des familles, en particulier dans leur démarche pour chercher un mode d'accueil. Et donc ça, c'est, on va dire, c'est les compétences un peu socles. Pour les communes un peu plus grandes, de plus de 3500 habitants, il y a 2 compétences supplémentaires qui viennent s'ajouter. Donc les communes de plus de 3500 habitants ont 4 compétences obligatoires. Celle de planifier et donc d'avoir une stratégie de planification en matière de maintien et de développement des modes d'accueil, donc d'avoir une politique qui permet de formaliser sa politique d'accueil du jeune enfant, et une compétence en matière de soutien à la qualité des modes d'accueil, ce qui renvoie à ce que j'ai indiqué sur les suites des missions IGAS en matière de qualité d'accueil. Et évidemment, ces 4 compétences peuvent être transférées pour tout ou partie au niveau intercommunal. Alors, si je reviens sur... je regarde l'heure. Si je vous ai fait un peu une slide par compétence, c'est des ressources que vous pourrez retrouver facilement sur le site internet du ministère. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leur famille et l'offre existante? Ça veut dire, en gros, je vous ai mis un peu quelques éléments. Évidemment, il est important de recenser les besoins sur le territoire d'un point de vue quantitatif, combien j'ai de place au regard des besoins des familles, mais aussi qualitatif. Et donc, je pense que c'est un des grands enjeux du service public de la petite enfance, d'être dans des stratégies de diversification de l'offre. Aujourd'hui, on ne peut pas simplement avoir sur son territoire des crèches qui ouvrent du lundi au vendredi de 8h à 18h à destination de parents biactifs. On a des enjeux de diversification, et donc il y a des enjeux de recenser aussi d'un point de vue qualitatif les besoins des familles et l'offre existante. Voilà, quel type d'accueil est souhaité, individuel ou collectif? Est-ce que c'est une offre qui est accessible financièrement? Comme vous l'avez vu, une micro-crèche Page est particulièrement coûteux pour les familles, alors que la crèche PSU va avoir une accessibilité financière plus importante. Est-ce que mon offre répond à des problématiques propres aux parents qui ont des horaires atypiques, qui sont sans emploi et donc qui ont potentiellement des besoins d'accueil moins importants, mais ils en ont quand même besoin, des besoins propres aux enfants, je pense notamment aux enfants porteurs de handicap. Donc je pense que c'est quand on aborde cette politique publique, évidemment, il faut penser la diversité des besoins et sortir de la focalisation sur les besoins en matière de conciliation vie familiale, vie professionnelle, avec une offre d'accueil qui est très focalisé sur les parents biactifs. Voilà, donc évidemment, vous avez un certain nombre d'outils pour faire ce diagnostic. Enfin, votre meilleur allié, ça reste quand même la caisse d'allocation familiale, qui a des moyens en ingénierie, en méthodologie, pour faire ce diagnostic, notamment dans le cadre des conventions territoriales globales. Et si vous voulez m'interroger sur ce point, on pourra y revenir ensuite.
En matière d'obligation d'informer et d'accompagner les familles, alors c'est une compétence socle qui s'adresse à toutes les communes, quelle que soit leur taille, et donc il faut bien sûr imaginer que toutes les communes ne peuvent pas avoir le même niveau d'information de l'ensemble des familles. Donc, on est bien dans l'idée qu'il faut délivrer à minima un premier niveau d'information des familles et ensuite les orienter vers les ressources et les acteurs compétents. Je pense évidemment au service des CAF, les relais petite enfance, etc. Il reste que y a un certain nombre d'actions qui peuvent être faites. On a fait un gros travail avec tout un groupe de collectivités territoriales pour construire un vadémécum des bonnes pratiques pour informer et accompagner les parents. Donc, je vous ai mis les liens sur le support. C'est des ressources utiles où vous allez avoir un certain nombre de dispositifs possibles, j'envoie un livret aux nouvelles familles ou aux futurs parents. Bon. Ce qui est l'action un peu phare et peut-être la plus ambitieuse, c'est vraiment celle de mettre en place un guichet unique au sein de la mairie ou du relais petite enfance qui est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants. Et donc, c'est évidemment, ce guichet unique, un lieu d'information privilégié pour les familles. Dans les mairies, souvent, il est intéressant de mettre ce guichet unique collé au service d'inscription, à l'accueil de loisirs, voilà, parce qu'on sait que ça fait du passage et que vous avez plus de chances de toucher les parents avec cette offre d'information. Alors, ensuite, donc les communes de plus de 3500 habitants, hein, où évidemment leur groupement, à chaque fois je le précise, en cas de transfert de la compétence, donc doivent planifier le développement des modes d'accueil. Donc là, on est évidemment dans les suites du diagnostic et de l'analyse des besoins et de l'offre d'accueil existante. Et donc, on est dans des stratégies pour combler les écarts entre les besoins des familles et l'offre réellement présente sur votre territoire. Alors, cette planification, évidemment, elle va pouvoir prendre, différentes dimensions. Vous pouvez avoir besoin de construire de nouvelles crèches en régie ou en délégation, mais j'attire surtout l'attention sur la question de la rénovation des établissements et des services préexistants. On a un parc de crèches, notamment en Île-de-France, parce que la politique d'accueil du jeune enfant est ancienne sur les zones les plus urbaines. On a donc des structures d'accueil qui ont plus de 10 ans, qui sont, des structures qui ont besoin d'être rénovées. En période de chaleur, on a un certain nombre de structures type passoire thermique. Et donc, moi, je vous invite vraiment à faire un diagnostic très fin de l'état des structures d'accueil du jeune enfant de votre territoire. Et sachez que derrière, la CAF la Caisse d'allocation familiale a des financements dédiés à la rénovation, spécifiquement pour les crèches les plus anciennes et pour l'adaptation des crèches au changement climatique. Voilà, donc je pense que ça, c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, on est sur certains territoires, vous êtes déjà à des niveaux de taux de couverture en mode d'accueil qui sont élevés et vos problématiques sont davantage celles du maintien de l'offre existante, donc maintien de structures vieillissantes, donc comment on les rénove, et maintien parce que d'un point de vue économique ou du fait de difficultés en matière d'attractivité, vous avez du mal à maintenir les places d'accueil. Et donc c'est aussi sur ces axes-là que la stratégie de planification doit être formalisée. Donc, comme je le disais, hein, dans cette stratégie de maintien, la question de la rénovation, la question de l'attractivité, comment j'attire des professionnels, notamment en matière d'accueil individuel. Aujourd'hui, l'accueil individuel, donc les assistantes maternelles, on sait qu'à horizon 2040, une grande majorité d'entre elles seront parties à la retraite. Et aujourd'hui, on a un taux de renouvellement des assistants maternels qui est insuffisant pour
maintenir ce niveau d'offre. Donc depuis plus de 5 ans, le nombre de places chez des assistants maternels diminue. Alors, ce qui n'entrave pas le taux de couverture global parce que la natalité baisse aussi, mais vous avez, enfin en tout cas, les territoires où vous avez une offre d'accueil majoritairement par des assistantes maternelles, vous avez un gros sujet de renouvellement et donc il faut évidemment construire des stratégies sur à la fois le renouvellement de l'accueil individuel, peut-être parallèlement à la construction de nouvelles crèches pour essayer de maintenir votre offre d'accueil. Donc ça peut être le cas d'un certain nombre de villes d'Île-de-France, mais moi je pense beaucoup à l'ouest de la France où c'est très majoritairement des assistantes maternelles et donc il y a un gros problème de maintien du niveau d'offre. Dans cette stratégie de développement, donc les actions de développement, les actions de maintien, rénovation, attractivité des professionnels, et on vous engage également à travailler les actions de partenariat. En matière de qualité d'accueil, un des axes assez importants, c'est de pouvoir travailler avec un certain nombre de partenaires qui peuvent contribuer à la qualité de votre offre. Et donc, je pense notamment aux acteurs de l'insertion sociale et professionnelle, avec le développement des crèches à vocation d'insertion professionnelle, donc des offres qui sont spécifiquement dédiées aux personnes qui sont en recherche active d'emploi. Ça peut être intéressant d'avoir des stratégies de développement de partenariat avec les acteurs de l'éveil artistique et culturel pour améliorer la qualité d'accueil dans les crèches. C'est intéressant d'avoir des partenariats avec les acteurs du médico-social pour accompagner l'accueil d'enfants porteurs de handicap, etc. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que dans cette stratégie de développement, en fait, elle peut recouvrir différentes dimensions. Le développement quantitatif à proprement parler, les enjeux de maintien du parc existant dans sa diversité et je pense que c'est extrêmement important, des enjeux qualitatifs, c'est-à-dire comment améliorer la qualité de l'offre existante sur votre territoire et la diversifier. Alors, globalement, les 3 compétences que je viens de décrire sont celles où vous voyez tous à peu près ce qu'il faut faire quand même. Celle qui interroge davantage, c'est la compétence qui engage au soutien à la qualité des modes d'accueil, de l'ensemble d'ailleurs des modes d'accueil, qu'ils soient publics ou privés, alors même que sur le privé, vous n'avez pas de prise directe, notamment sur les micro-crèches pages. Donc l'objectif de cette compétence obligatoire, c'est comment la collectivité territoriale, en tant que chef de fila un peu sur son territoire de la politique d'accueil du jeune enfant, est en capacité de favoriser la mise en œuvre de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Et donc là, je vous ai mis les liens. C'est une charte qui décline en une dizaine de points, ce qui est important d'avoir dans une crèche. À titre d'exemple, donc voilà, évidemment, avoir des professionnels bien formés. Les 2 points qu'on partage souvent, c'est par exemple dans cette charte, il est indiqué que les modes d'accueil doivent favoriser le contact avec la nature. Donc il y a énormément de choses sur la question de l'extérieur dans les modes d'accueil, doit favoriser le développement culturel et artistique. Et donc, vous avez un certain nombre de principes phares de la politique d'accueil du jeune enfant qui sont aujourd'hui déclinés dans un référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, et donc référentiel national qui vient indiquer l'ensemble des bonnes pratiques professionnelles et organisationnelles pour favoriser des interactions de qualité au sein des modes d'accueil. Et donc, c'est comment vous, en tant que collectivité, vous pouvez favoriser la diffusion de cette culture professionnelle de la qualité d'accueil. Alors, ça peut évidemment prendre diverses formes. J'ai mis quelques exemples ici du type d'action qui est attendu sur cette compétence obligatoire.
Vous avez voilà, les actions assez classiques de pouvoir favoriser les temps de réflexion, de sensibilisation, de formation, organiser des journées pédagogiques qui sont prises en charge d'ailleurs par la caisse d'allocation familiale, organiser des colloques, des séminaires qui peuvent regrouper l'ensemble des modes d'accueil. Favoriser les partenariats avec les acteurs du secteur de l'art et de la culture pour voilà comment dire favoriser le développement l'éveil artistique et culturel au sein des crèches, mobiliser l'ensemble des espaces naturels et culturels qui sont présents sur le territoire. Donc vous avez vraiment un rôle de comment le tissu associatif, le maillage culturel et naturel de votre territoire peut rentrer dans la crèche. Et vous avez voilà, beaucoup de partenariats très réussis en la matière. Et donc souvent, il y a beaucoup de ressources sur le territoire qui peuvent être facilement mis à disposition de la crèche. Deux autres types d'actions, moi, que j'engage à faire sur cet axe, c'est de bien réfléchir à la transition entre les modes d'accueil et l'école maternelle. Voilà, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent se conduire, de classes passerelles, d'immersion en fin d'année, voilà, d'avoir des temps de travail conjoints entre les professionnels de la petite enfance et ceux de l'école maternelle. Et sur cet axe, et d'ailleurs sur à peu près tout ce que j'ai dit, à chaque fois, n'oubliez pas les assistants maternels. Les assistants maternels sont des professionnels qui sont davantage isolés que vos professionnels de crèche. Et il y a beaucoup de moyens de les intégrer dans toutes les actions que vous conduisez sur vos territoires. Et donc, typiquement, sur la transition vers l'école maternelle, vous pouvez tout à fait intégrer les assistants maternels aux actions de transition que vous pouvez conduire avec vos crèches. Et dernière action sur laquelle aussi je vous engage à travailler, c'est la constitution de conseils de crèche ou de conseils petite enfance sur vos territoires. C'est aussi une manière d'organiser la prise de parole des parents, de sentir leurs besoins. Voilà, tout comme dans les écoles, il y a des représentants des parents. C'est intéressant que vos politiques publiques en matière d'accueil du jeune enfant soient alimentées de manière régulière par les parents eux-mêmes. Sachez que pour les communes de plus de 10 000 habitants, cette compétence obligatoire, en matière de qualité d'accueil, doit prendre la forme aussi d'avoir un relais petite enfance, puisque les relais petite enfance sont le lieu privilégié pour accompagner la qualité d'accueil auprès des assistants maternels. Alors, ouais, je vais aller un peu vite. Ce qui est important aussi que vous ayez en tête, mais ça, c'est à travailler évidemment à votre service, avec vos services. Depuis le 1er janvier 2025, sur votre territoire, vous avez un rôle de régulation de l'implantation de nouvelles crèches. C'est assez important. Il y avait beaucoup de demandes en disant « mais oui, mais nous, on a de l'installation sauvage de crèches privées, on n'arrive pas à réguler notre offre. Comment voulez-vous qu'on tienne une stratégie de développement si on ne sait pas qui s'installe sur notre territoire ?» Et donc, depuis le 1er janvier 2025, vous apportez un avis conforme sur l'opportunité d'installation d'un établissement au regard des besoins de votre territoire. Donc, c'est un avis conforme, il n'est pas simplement consultatif. Votre avis est une pièce obligatoire que doit détenir le conseil départemental au moment où il va expertiser l'autorisation d'ouverture de la crèche. Je vous ai mis ici les motifs pour qu'est-ce qu'on doit regarder au titre de votre avis. Et donc, on est vraiment sur des avis qui tiennent à l'opportunité au regard du besoin du territoire. Donc, en fait, votre avis il porte surtout sur est-ce qu'on est sur la bonne zone d'implantation, est-ce qu'on a la bonne grille tarifaire, est-ce que le projet d'établissement correspond aux besoins des familles. Je ne vais pas détailler. En revanche, votre avis ne peut pas porter sur l'adéquation du projet aux normes réglementaires,
Ça, c'est vraiment de la prérogative du conseil départemental. Donc, vous voyez bien, vous avez l'obligation comment dire, d'analyser l'offre, les besoins des familles, de construire votre plan de développement. Vous pouvez dire oui, non, ce nouveau projet, il s'inscrit bien dans mon plan de développement. En revanche, vous ne pouvez pas vous prononcer sur la conformité réglementaire du nouveau projet d'accueil. Heureusement. Oui, mais il y a eu beaucoup de débats parce que, en vrai, comment dire, la frontière peut être ténue des fois. Voilà. Pour finir, j'avais prévu 2 slides. Évidemment, voilà, on s'est redit quelques repères hein, sur la politique d'accueil de jeunes enfants. Les problématiques auxquelles vous êtes confrontés là tout de suite maintenant, c'est des problématiques de pénurie qui entravent le maintien et le développement d'une offre nouvelle. Je vous ai mis ici, donc il y a à peu près, donc la CNAF fait des enquêtes régulières sur le nombre de postes vacants. On avait donc en 2024 à peu près 13 000 postes vacants, mais sachez que l'essentiel des postes manquants dans le secteur de la petite enfance sont en Île-de-France. Donc vous êtes, comment dire, bah voilà, vous êtes comment dire, en orange foncé, là, en marron. Donc c'est vraiment l'Île-de-France qui est le plus touchée par les problématiques de pénurie. Donc vous avez évidemment une grosse problématique avec des adaptations à trouver. Hein. Beaucoup réduisent leur amplitude d'accueil. Alors donc ça c'est les actions en réaction. Mais vous avez, voilà, moi je vous invite à réfléchir à quelques leviers, alors que vous les ayez en tête, ils sont à travailler avec vos services. En matière de lutte contre la pénurie, vous avez évidemment des leviers de rémunération. Sachez que voilà, il y a des aides si vous augmentez vos professionnels hein, et pour une augmentation de 100 € net de vos professionnels, vous avez une aide de la CAF de 475 €. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tous ceux qui n'ont pas encore bénéficié du bonus attractivité, il faut vraiment vous renseigner auprès de la CAF. C'est vraiment une aide qui est très intéressante pour 100 € d'augmentation. Vous pouvez tout à fait inciter à des politiques de formation. Et donc, moi, je vous invite à accompagner tous vos CAP petite enfance vers la VAE, vers la validation des acquis de l'expérience, pour acquérir un nouveau titre qui vient d'être créé cette année, qui s'appelle le titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance. C'est un titre qui va donner vraiment un diplôme et qui va permettre de, comment dire, d'être dans la même catégorie que les éducateurs de jeunes enfants. Donc là, vous avez un levier pour, comment dire, amener vos CAP vers les diplômes qui sont le plus en pénurie. Voilà, c'est ça qui est important. Et enfin, on a travaillé là très récemment avec la CNAF pour que vous ayez des aides financières pour accueillir des stagiaires, des alternants. Et donc, c'est des aides financières qui vont bientôt vous être proposées. Si vous avez des questions sur l'accompagnement financier, il y a 2 types d'accompagnement financier. Il y a l'accompagnement financier des compétences d'autorité organisatrice. Et donc, depuis 2025, chaque commune reçoit un accompagnement financier pour l'exercice des 4 compétences. Donc, en 2025, vous pouvez cliquer sur l'arrêté, vous allez retrouver votre commune si elle fait plus de 3500 habitants. En 2026, nous allons refaire cet arrêté de répartition. Donc, on a une enveloppe de 86 millions en loi de finances et on la répartit entre toutes les communes de plus de 3500 habitants qui doivent exercer les 4 compétences. Sachez qu'il y a quelques semaines, un projet de loi a été voté et à partir de 2027, toutes les communes auront un accompagnement financier, quelle que soit leur taille, toutes les communes ou leurs groupements, à condition d'exercer effectivement les 4 compétences. Donc, toutes les EPCI, même si elles sont constituées que de petites communes de moins de 3500 habitants, si elles exercent effectivement la compétence, auront un accompagnement financier.
Et puis enfin, à côté en matière d'accompagnement financier, comme vous l'avez compris, hein, les compétences d'autorité organisatrice n'emportent pas d'obligation de créer des crèches. Mais en revanche, si vous souhaitez créer des crèches ou accompagner des crèches du secteur associatif, vous avez des soutiens financiers de la CAF. Alors, pourquoi c'est compliqué? Mais parce qu'une crèche, ça coûte cher. Le coût de revient d'une crèche, c'est un peu plus de 19 000 euros. Ça a énormément augmenté. Hein, ça a augmenté de 20% depuis 2019. Et donc, pour financer cette place en crèche, je vous ai mis, que vous l'ayez en tête, la répartition des financeurs. La CAF va prendre en charge en moyenne 45% des 19 000 euros. Les familles vont payer environ 16%. La collectivité territoriale, donc les communes ou leurs groupements, en moyenne, vont financer 34%. Et les entreprises, quand elles achètent des berceaux, environ 4%. Mais compte tenu de la dynamique du prix de revient, effectivement, ça fait des restes à charge pour vous, collectivités, voilà, qui représentent environ un tiers, mais qui augmentent qui ont augmenté assez rapidement ces dernières années.